Bonjour à tous et bienvenue sur Lycée Altitude, la radio des lycéens. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission en compagnie de, devinez qui, Nathan. Oui, bonjour à tous, je sais que je vous avais beaucoup manqué, donc je suis de retour. Et voilà, et pour les deux auditeurs qui nous écoutent, on les remercie de nous écouter et on va passer au sommaire car nous allons refaire un sommaire. On commencera donc par la rubrique des profs absents de Nathan, on continuera ensuite par ma chronique histoire, on passe à l'épistémologie d'Antoine, le retour de la grande chronique de Nathan, ensuite ça sera ma deuxième chronique histoire, et on terminera avec les problèmes de maths et de français. Alors bonne émission! Et on commence donc avec la rubrique des profs absents de Nathan. Vas-y Nathan. Alors, cette semaine, vous allez ne pas avoir beaucoup de cours car beaucoup de profs sont absents. Déjà toute la semaine, Monsieur Moraldo ainsi que 3 profs d'anglais, Madame Nucotte, Madame Mercier et Madame Leco sont absents. Demain, ça sera Monsieur Digonnet, Madame Arnaud et Monsieur Ferret. Mercredi 30 mai, Monsieur Thévenot, Madame Arnaud, Monsieur Robot, Monsieur Reinhardt, Monsieur Ferret et Monsieur Roux en tertiaire. Le jeudi 31 mai, Monsieur Thévenot, Monsieur Romero, Monsieur Reinhardt, Monsieur Ferret, Madame Guidon, Madame Kaufmann, Monsieur Roux encore en tertiaire et Monsieur Souiris qui seront absents. Enfin, pour terminer la semaine, pour ce premier jour de juin, Monsieur Thévenot, Madame Vaqueta, Madame Arnaud, Monsieur Robot, Madame Sebo, Monsieur Reinhardt, Madame Guidon, Madame Kaufmann, Monsieur Roux et Monsieur Souris. Merci Nathan, maintenant je sais que demain j'ai pas beaucoup de cours. Alors on passe directement à la suite avec ma chronique histoire. Et comme je vous l'ai promis, nous passons aujourd'hui à la colonisation. Nous allons donc la voir en 3 parties. Aujourd'hui nous allons voir la première partie des origines au XVIIe siècle. Car pour comprendre la colonisation au XIXe siècle, je vous propose de voir avec moi quelques pans d'histoire liés à la colonisation européenne. Je ne vais pas vous présenter une chronologie complète de la colonisation, seulement quelques points qui vont attirer votre attention sur l'évolution des méthodes ou des objectifs. Voyons tout d'abord une définition de la colonisation. Pour l'Europe, on a l'idée d'une métropole qui occupe un espace d'une autre culture pour des raisons qui peuvent être stratégiques, géopolitiques, économiques ou encore politiques et religieuses. Nous allons aujourd'hui prendre le cas du Portugal, c'est l'un des plus vieux colonisateurs européens. Dans un premier temps, la colonisation est une continuation de la Reconquista, avec la conquête de Ceuta en 1415. Mais après avoir réitéré plusieurs fois ce genre d'opération, prendre d'assaut une ville sur la côte, les Portugais se sont rendus compte que c'était extrêmement difficile à défendre du fait d'une relative supériorité à l'époque des populations locales. On va donc opérer un basculement avec l'exploration des côtes de l'Afrique. Alors, d'une raison religieuse, tout d'abord pour retrouver le mythique royaume du prêtre Jean et s'allier avec lui contre les musulmans, mais aussi des motivations un petit peu plus lucratives, comme le commerce de l'ivoire, de l'or ou encore chercher une nouvelle route pour les épices. Avec l'invention de la caravelle, les explorateurs vont de plus en plus loin, jusqu'en 1499, où Vasco de Gama revient des Indes avec du poivre, ce qui lance le premier grand commerce d'Européens avec les populations d'Inde. Il passe par le cap de Bonne-Espérance. Un système de comptoirs jalonne le parcours pour pouvoir ravitailler les bateaux et aussi faire du commerce avec les populations locales. Mais attention, ces comptoirs, même s'ils ne visent pas à dominer la population locale, visent quand même à garder l'exclusivité du commerce pour le Portugal. Nous allons aussi avoir dans le même temps, par Henri le Navigateur, un prince portugais, une colonisation des îles Atlantiques comme les Açores que vous connaissez peut-être. Ici, nous allons assister à la mise en place d'un système colonial un peu plus moderne, de domination, avec l'instauration notamment de la traite négrière ou encore la culture de la canne à sucre. Mais c'est encore une toute petite échelle, mais on a déjà une première évolution. Enfin, au début du XVIe siècle, à l'année 1500, le Brésil est découvert par les Portugais et plusieurs vagues pionnières vont peu à peu le coloniser partant des côtes vers les terres, à partir de 1530 où les premiers établissements côtiers assurent la liaison. Vous l'aurez vu, les motifs sont très souvent économiques, plus que religieux comme on le dit souvent. Mais la prochaine fois, nous verrons quelles sont les raisons qui ont poussé les Européens
a lancé une deuxième vague de colonisation au XIXe siècle. J'espère que ça vous a plu et on continue désormais avec la chronique épistémologie d'Antoine. Et cette semaine, nous allons parler d'anatomie, la science qui décrit le corps humain. On sait que les Égyptiens avaient regardé à l'intérieur du corps car on a retrouvé un papyrus qui parlait de quelques organes, comme par exemple le cœur, les artères qui en sortent aussi, le foie et les reins, entre autres. Mais leur compréhension de ceci était plus que basique. Ils pensaient que le cœur était l'endroit où tous les fluides du corps se rencontraient, dont le sang, mais aussi les larmes ou encore l'urine. Donc bon, les reins, on savait pas trop ce qu'ils faisaient, enfin bref. Les Grecs ont avancé dans ce domaine grâce à la dissection animale. Ils ont par exemple identifié les différences entre les artères et les veines, le fonctionnement des reins, etc. On doit à Hippocrate le premier recueil de textes médicaux, bien qu'on ne puisse pas lui attribuer la rédaction de ceux-ci. À Alexandrie, au IIe siècle avant Jésus-Christ, on autorise la dissection de cadavres humains, si c'est pour permettre de comprendre comment le cœur fonctionne. Certaines vivisections, savoir des dissections, mais sur des gens vivants, furent autorisées sur des condamnés aussi. Cela a permis de contredire Aristote sur le fait que le cœur était le siège de l'intelligence, par exemple, et que le cerveau l'était. Après, au IIe siècle, du coup après Jésus-Christ maintenant, on a étudié les organes humains à travers les blessures des gladiateurs. Cela a permis d'établir que le cœur n'était pas le centre du système respiratoire, en plus du système vasculaire. On pensait qu'il y avait de l'air qui passait dans les artères, etc. Bref. Pendant le Moyen-Âge, assez peu d'avancées sont faites, mais à la sortie de celui-ci, l'Italie est la première à s'intéresser à nouveau à l'anatomie, et en particulier avec Léonard de Vinci, qui a fait multitude de dessins, en particulier du bras. Au cours du XVIe siècle, des théâtres anatomiques se développent, et au cours du XVIIe siècle, il me semble, les femmes sont autorisées à y assister, ce qui est quand même une grande avancée par rapport à avant où c'était que des hommes. Ensuite, des progrès technologiques importants ont permis de grandes avancées, notamment grâce aux microscopes qui soient optiques ou électroniques à balayage, qui ont permis de voir à une échelle bien plus petite, ce qui est bien plus pratique pour comprendre ce qui se passe à petite échelle. Je ne vais pas vous faire une liste des découvertes de ce dernier siècle, ce serait beaucoup trop long. Merci Antoine. On va maintenant donner la parole à Nathan pour sa chronique et vous allez voir, vous allez être surpris par ce qu'il va vous annoncer. Même si le bac approche à grands pas et les vacances aussi, vous le savez, l'été est la saison des festivals en France. Alors, depuis quelques années, Albertville propose pour chaque saison un festival. En automne, c'est le Grand Bivouac. En hiver, c'est Neige et Glace qui valorise les sports d'hiver. Au printemps, la première édition du Festival des Jardins Alpestres a eu lieu. Et cet été, on aura l'Albertville Jazz Festival. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça vient d'une initiative d'un trompettiste, Nicolas Folmer, qui a été élève à l'école de musique et qui est maintenant qui remplit les plus grandes salles. Il a décidé de créer un festival. Alors, le principe, inviter des grands noms du jazz. Alors, forcément, si on ne s'y intéresse pas vraiment, on ne connaît pas les noms, mais on peut citer Asaf Avidan, Kill Eastwood, et les Doigts de l'Homme. Et c'est 4 jours, du 25 au 29 juillet 2018, où il y a 2 scènes, une scène gratuite ouverte à tous, forcément, où vous pouvez venir écouter du jazz, découvrir cette musique si particulière. Et puis si vous le souhaitez, voir des grands artistes, l'ambiance est festive et les bénévoles sont formidables. Alors on espère, en tout cas l'Albertville Jazz Festival espère vous voir très vite pour cette 4e édition. Merci Nathan, en tout cas ça nous donne envie d'y participer. Avant de passer à ma chronique, je voudrais faire juste un point info potager. La première semaine s'est terminée et nous avons déjà bêché en grande partie le terrain, alors venez nous rejoindre si vous aussi vous voulez participer. Nous allons maintenant passer à ma chronique qui n'a toujours pas de nom. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme, Erasme, qui est un philosophe humaniste et théologien du XVIe siècle. Il est né en 1467 aux Pays-Bas, à Rotterdam, et mort en 1536 à Bâle, en Suisse. Il est vu aujourd'hui comme une icône majeure de la culture européenne. En effet, après avoir voyagé en Angleterre, en France, en Italie, en Suisse, il parfait ses connaissances partout où il va et échange et améliore sa conception humaniste du christianisme. En effet, c'est un prêtre avant tout, engagé contre Luther qui nie le libre arbitre, mais aussi critique envers l'Église. Il dit même qu'elle a été fondée par le sang, confirmée par le sang et accrue par le sang. Mais dans un idéal de concorde et de paix, il ne va pas rejoindre Luther et va donc rester un des fidèles des catholiques.
même si ses livres seront brûlés peu après sa mort à Milan. Aujourd'hui, le programme européen Erasmus reprend son nom, car il donne une certaine vision de l'Europe. C'est l'un des premiers à avoir dit que le monde entier est notre patrie à tous, un des principes fondateurs de l'Europe. J'espère que je vous aurai éclairé sur qui est Erasme, et nous allons maintenant passer au problème de français de Nathan. Alors oui, le bac approche à grands pas et j'ai donc décidé de vous balayer plusieurs périodes. Donc on partira de la Renaissance du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors on verra différentes caractéristiques, mais aussi des phrases mémotechniques pour retenir plus facilement le nom des auteurs. C'est toujours plus facile comme ça. Alors j'aurais dû commencer par le XVIe siècle, mais j'avais pas très envie, c'est pas ma période préférée. C'est pas grave. Donc du coup, j'ai décidé de commencer par le XVIIe siècle et le classicisme. Alors, vous la connaissez sans doute, mais mieux vous répéter plusieurs fois, ça rentre mieux. Pour retenir différents auteurs du classicisme, une phrase mémotechnique marche très bien. Alors, il s'agit de « Une corneille perchée sur la racine de la bruyère, Boileau de la Fontaine Molière ». Alors, si vous décomposez cette phrase, vous avez les plus grands noms du classicisme et des grands auteurs comme Molière, dramaturge. Je ne vous citerai pas des pièces de théâtre que vous connaissez sans doute. Racine, qui a écrit beaucoup de tragédies avec Phèdre. On a aussi Corneille avec le Cid, le pro de l'Alexandrin, très plaisant à lire et très très drôle enfin du moins ça me fait rire si on met le rythme. Voilà, donc la semaine prochaine on s'intéressera au XVIe siècle avec différentes caractéristiques et puis chaque semaine je mettrai sur le site une partie de la frise chronologique et à la fin je vous la mettrai en entier, vous pourrez l'imprimer et la réviser pour le bac. Merci Nathan. Et on termine cette émission avec le problème de maths d'Antoine. Alors d'abord, commence par corriger celui de la semaine dernière. Pour la réponse au problème de la semaine dernière, il faut remplir le seau de 5 litres, remplir le seau de 3 litres avec le seau de 5, c'est-à-dire qu'il en restera encore 2 dedans, vider le seau de 3, re-remplir le seau de 3 litres avec les 2 litres restants qu'il y avait dans le seau de 5. Ensuite, on remplit le seau de 5 à la source. On finit de remplir le seau de 3 pour qu'il y ait 1 litre qui parte. Et si jamais vous êtes très fort en calcul mental, vous pouvez remarquer que 5 moins 1, ça fait 4. Et du coup, vous avez bien 4 litres dans le seau de 5. Oh là là, c'est trop fort. 5 moins 1 égale 4, j'y aurais jamais pensé. Voilà, si vous êtes comme Nathan, soyez impressionnés. Maintenant, pour le problème de la semaine, montrez que pour tout A et B réel, A carré plus B carré est toujours supérieur, ou égal des fois, à 2AB. On pourra se servir du fait que tous les carrés sont positifs et un autre indice identitaire marquable. Merci Antoine. On va maintenant conclure cette émission. On remercie tous nos éditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine sur Lycée Altitude. La radio des lycéens.